Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Hélène Rouet du JDD, avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Nous a rejoint Ksenia Fedorova. Bonsoir. Bonsoir. Merci, comme tous les mercredis soirs pour les questions internationales. Il va beaucoup être question, bien sûr, de ce grand discours de Donald Trump à Davos, mais pas que. On parlera d'autres questions internationales tout à l'heure. D'abord, écoutons Donald Trump qui estime que l'Europe ne va pas dans la bonne décision. Je tiens à discuter de la manière dont nous avons accompli ce miracle économique et peut-être aussi de la manière dont vous aussi dans vos pays d'origine, vous pouvez faire beaucoup mieux en suivant notre exemple car certains endroits en Europe sont méconnaissables. Nous pouvons en débattre mais il n'y a pas matière à débat. Des amis reviennent des différents endroits. Je ne veux insulter personne en disant je ne reconnais pas cet endroit et ce n'est pas dans un sens positif mais dans un sens très négatif. J'aime l'Europe, je veux que l'Europe aille bien mais elle ne va pas dans la bonne direction. L'Europe ne va pas dans la bonne direction, Ksenia Fedorova. Il pourrait y avoir un débat, mais il n'y a pas de débat, dit Donald Trump. Je pense que c'est évident que Donald Trump ne trouve pas que l'Europe partage la même valeur et va dans les bonnes directions. Il a dit ça depuis un moment déjà. Je pense que Donald Trump profite aussi de cette situation parce que si on regarde comment c'est passé avant Donald Trump, par exemple avec le conflit en Ukraine, les États-Unis ont envoyé les armements d'argent à l'Ukraine comme l'Europe. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, évidemment, qu'il a dit qu'il c'est pas sans guerre, et il a obligé pas seulement à l'Europe de s'occuper de l'Ukraine, des armements, mais aussi acheter les armements des États-Unis. Et en fait, ça montre à quel point il est prêt à imposer les conditions à l'Europe. Et je pense que pour lui, l'Europe va aller dans une bonne direction quand elle va accepter toutes les demandes nécessaires. Des Américains. Exactement, des Américains, bien sûr. On va écouter, puisque vous en parlez, Donald Trump également sur la question ukrainienne. Je rencontrerai le président Zelensky plus tard aujourd'hui. Je crois qu'ils sont parvenus à un point où ils peuvent s'entendre et conclure un accord. Et s'ils ne le font pas, ils sont stupides. Cela vaut pour les deux parties. Et je sais qu'ils ne sont pas stupides, mais s'ils n'y parviennent pas, ils manquent de clairvoyance. Je ne souhaite offenser personne, mais il est impératif de conclure cet accord. Trop de personnes meurent, cela n'en vaut pas la peine. Voilà, Donald Trump avec sa franchise. Les présidents ukrainiens et russes sont stupides s'ils ne signent pas l'accord. Cette histoire d'accord, il en parle quand même depuis plusieurs mois maintenant, Donald Trump. Oui, mais dans son interview à Reuters il y a quelques jours, il a dit explicitement que c'est à cause de Zelensky qu'il n'a pas de paix. Il a dit que c'est la faute de Zelensky, que c'est lui qui ne veut pas la paix. Ce que je trouve c'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'il disait il y a 3 jours, mais là, il dit les deux sont stupides. Oui, il peut dire ça, mais la vérité ce qu'il pense vraiment, mais je pense qu'il pense que c'est Zelensky plutôt qui ne veut pas la guerre. Après, demain, comme vous le savez, Steve Witkoff va à Moscou pour voir Vladimir Poutine. C'est peut-être pour ça qu'il espère un accord. Peut-être, mais je pense que comme cette initiative vient de la Russie, de Vladimir Poutine, c'est une invitation de la Russie, je pense que c'est, à part de l'Ukraine, c'est peut-être aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces récentes déclarations de Donald Trump. La Russie a besoin d'une meilleure compréhension. De clarification. Des clarifications aussi, parce que la Russie a reçu cette invitation de participer dans un conseil de paix, quelque chose qui peut éventuellement peut-être remplacer l'ONU. C'est difficile à dire à ces moments parce que l'ONU, quand même si ce n'est pas une organisation qui marche parfaitement, la Russie et la Chine, par exemple, ont le droit de veto, ce qui est très important. Comme d'autres pays. Comme d'autres pays, mais dans ce nouveau conseil de Donald Trump, on ne sait pas exactement si c'est une organisation organisation exclusive pour ceux qui sont sélectionnés par Donald Trump. Sélectionnés qui ont payé surtout. Oui, exactement. Il faut payer $1 milliard. $1 milliard. Et on voit que plusieurs dirigeants prennent le temps pour réfléchir. Même Giorgia Meloni, qui est normalement très pro-Trump, on peut dire, elle a dit qu'il n'a pas... C'est-à-dire qu'il faut le trouver, le milliard aussi. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Hélène Rouet.
Oui, non, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur le premier extrait qu'on a écouté sur effectivement les mots très durs que Donald Trump a employés envers l'Europe. Ce sont des mots qui s'affichent dans la continuité, effectivement, J.D. Vance, de sa conférence à Munich, dont on va bientôt commémorer visiblement les 1 an. Dans la continuité des propos de Donald Trump qu'il avait eu quand il a sorti sa stratégie américaine écrite, etc. Donc, c'est des propos qui, selon moi, font créer une espèce d'électrochoc en Europe, qui sont assez... C'est-à-dire que c'est bien de le dire. Positif ou... Un électrochoc assez positif, je trouve, à certains égards. On se bouge. Un petit peu. Non, oui et non, parce que bon, non, mais j'essaie de comprendre. On n'a pas l'impression qu'on se bouge énormément non plus. En revanche, je pense que c'est des choses que nos dirigeants ont besoin d'entendre. En revanche, là où je nuance, je regrette que ça vienne de lui. Je regrette que ça vienne de Donald Trump, je regrette que ça vienne de l'autre côté de l'Atlantique. Et surtout, il y a une chose que je regrette, c'est qu'il y a des personnes en France notamment, parce que évidemment c'est l'exemple qu'on connaît, mais en Europe de manière générale, il y a des personnes qui le disent, ces choses-là, que le paysage est en train de changer, qu'on va droit dans le mur, sur plein d'égards. Il y a des personnes qui le disent, Éric Zemmour pour ne pas le citer, ça fait 20 ans qu'il parle de ces choses-là, et ça fait 20 ans, en tout cas, juste avant effectivement son élection présidentielle, personne ne l'écoutait, personne ne le prenait au sérieux, et ça, effectivement, c'est un problème. Donc maintenant, je regrette que ça vienne de Donald Trump. En revanche, voilà, je salue effectivement cette espèce d'électrochoc qui a l'air, en tout cas, d'énerver beaucoup nos élites. Victor Hérault. Je ne peux plus supporter cette position que prend Donald Trump. Laquelle ? Le patriarche du monde. Et c'est moi qui ai raison, et puis c'est moi qui vais faire les accords, et puis c'est moi qui vais dire ce qui va bien, ce qui va pas bien. C'est le président des États-Unis, mon vieux. Mais qu'il se mêle des États-Unis. Mais qu'il se mêle des États-Unis, qu'il se mêle de ses midterms. Mais il est inquiet pour l'Europe, et il dit, regardez, en matière d'immigration... il n'est pas vraiment. Mais je suis le premier à dire qu'il y a un problème migratoire en Europe, je suis le premier à dire que ce continent devient méconnaissable. Est-ce que je vais, moi, critiquer les États-Unis et dire ce qui se passe là-bas ? Est-ce que Emmanuel Macron tous les jours sur les antennes de... Non, mais il y a un moment... Oui, non, mais on le fait en tant que journaliste, en tant qu'observateur. Est-ce que Emmanuel Macron va aller devant Davos dire les États-Unis, ça ressemble plus à ce que c'était avant, c'est en train de décliner. Vous comparez la puissance d'Emmanuel Macron à celle de Donald Trump. Et c'est bien le problème. Moi, je suis un réaliste. J'aimerais effectivement qu'on acquiert, et c'est pour ça que je parlais d'Union européenne et d'Empire européen, j'aimerais qu'on acquiert la même puissance. Et je pense qu'on peut le faire à condition effectivement que la France ait un rôle important à jouer là-dedans. Mais que Donald Trump se mêle de ses affaires. Il y a un moment, ça suffit. Écoutez, on lui passera votre message. J'espère qu'il entendra. Donald, voilà. Donald, si tu m'entends. Si tu m'entends, et tu ris. Sénia, qu'est-ce que vous pensez de... Vous savez, ce qui m'a... Rapport de force, parce que c'est ça. Oui, mais je voulais juste dire que les États-Unis sont toujours menés une politique vis-à-vis de l'Europe assez dure et dominante. Parce que c'est juste que Donald Trump parle de cette façon qui énerve beaucoup le monde. Mais souvenez-vous que les États-Unis sont surveillés, espionnés de dirigeants européens. Et ils sont espionnés le président français, le chancelier d'Allemagne. Le chancelier, pardon. Chancelier, exactement. Et en fait, cette gouvernement par les forces et domination, c'était toujours présente dans les politiques des États-Unis. C'est juste qu'il s'était couvert dans une façon très, très polie et très gentille. Mais Donald Trump a été élu sur la promesse de « je me mêle de mes affaires, je me mêle des États-Unis, America First, et je ne vais pas voir le reste du monde ». Il est en train de faire l'exact inverse. Il fait exactement ça parce que non, il fait pas l'inverse parce que Groenland, c'est son intérêt pour les ressources. Venezuela, c'est les zones d'influence. L'Europe, il veut bien que l'Europe continue à acheter les gaz américains, que l'Europe continue à acheter les armements américains. En fait, finalement, je pense que derrière toutes ces déclarations qui sont difficiles à digérer pour beaucoup de monde, il y a toujours cet intérêt américain. Je ne pense pas qu'il s'occupe en fait, vous dites la même chose d'une certaine manière. On dit la même chose. En fait, d'ailleurs, je suis d'accord avec Zenia et je suis d'accord avec vous, Pierre, il peut se permettre de le dire parce qu'il a la puissance qui lui permet de le dire. Et c'est ça que je regrette, moi. Mais il y a un moment, il faut qu'on arrête. Je regrette d'ailleurs, en fait, je vais étendre le débat, je regrette qu'une certaine partie de la droite, ici en France, applaudissent à chaque fois que Trump dit ce genre de choses-là. Il y a des choses que Trump dit qui sont bien, mais lorsque Trump s'attaque à l'Europe, s'attaque à la France, s'attaque à ce que nous devrions défendre, là je dis non, ça suffit. En fait, être patriote, ce n'est pas défendre ce que Trump dit coûte que coûte, parce que c'est Trump qui l'a dit. Là, Trump est en train de, nous envoyer des crachats à la figure. Il y a un moment, il faut pouvoir dire, écoute, tu te mêles de ce qui te regarde, tu te mêles de ton pays. C'est votre façon de voir les choses. Bah oui, moi je le vois comme ça. Et sur le Groenland, pardonnez-moi, mais je ne vais pas défendre une seule seconde Trump sur le cas du Groenland. Le Groenland appartient au Danemark en premier et à l'Europe ensuite. Ce n'est pas à Trump d'aller foutre ses pattes là-dedans. Bon.
Hélène Rouet. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord sur le point du Groenland, effectivement, où là, l'Europe... Non, mais à part le Groenland, parce que on fait... à part le Groenland, moi, je maintiens quand même ce que j'ai dit initialement, à savoir quand il dit que l'Europe ne va pas dans la bonne direction, je pense qu'il a raison de le dire. Maintenant, est-ce que ça ne doit pas venir de lui, en fait? C'est ça plutôt que je regrette. Maintenant, on peut regretter énormément de choses. Victor, malheureusement, le problème, c'est que c'est là. C'est que c'est là et que ces réflexions, elles sont là, qu'il a la puissance de le faire et en fait, on peut le déplorer, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on regarde effectivement, par exemple, on a évoqué... nous sommes en 2026. Et Vous n'êtes pas dans la DS du président Pompidou. Mais non. C'est fini, ça. Moi, le gendarme du monde, en fait, les États-Unis, gendarme oui, non, mais du monde. bien sûr. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, je trouve quand même que la posture, en tout cas entre son premier mandat et le deuxième mandat, a fondamentalement changé. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir ça, parce que sur les deux coups, il a été élu sur la promesse de « je vais m'occuper des États-Unis, je vais m'occuper des Américains ». Ça a été vraiment, en tout cas j'ai le sentiment que ça a été le cas sur le premier mandat, on le voyait beaucoup moins sur la scène internationale qu'on le voit maintenant. Je pense que là il a complètement changé d'état d'esprit pour le deuxième mandat, je suis d'accord avec vous, ça peut poser question sur effectivement sa stratégie, qu'est-ce qu'il essaye de faire. Là en l'occurrence, bon, pour le Groenland, en plus on sait que le temps joue contre lui avec les midterms, parce qu'à la seconde où le Congrès va commencer à redevenir démocrate à la fin de l'année, parce que c'est vraiment ce qui lui pend au nez, il ne pourra plus rien faire sur la scène internationale quand les démocrates vont lui dire tu vas arrêter j'allais dire un mot vulgaire, de t'engueuler avec l'OTAN, tu vas arrêter tout de suite, et en fait, ils ne le laisseront plus faire. Donc là, le temps joue vraiment contre Donald Trump. On parlait du Conseil de la paix. Là, sera le dernier mot. Là, je vais vraiment vous rejoindre, Victor, sur le Conseil de la paix. Il fait n'importe quoi. C'est-à-dire que là, c'est le monde selon Donald Trump, et c'est d'ailleurs très bien que la France là s'y oppose. Est-ce que c'est pas une proposition qui finalement ne sera pas retirée dans quelques temps? C'est-à-dire c'est possible. Est-ce que c'est pas du bluff en fait, Ksenia? Est-ce que je pense ce pas. Conseil de paix a déjà des fondations, un site internet, un cabis comme on dit en France? En tout cas, il a déjà des oui. Il a déjà des oui. Ah oui, et des tu peux dire oui à un dîner, puis finalement il n'y a pas de dîner. Là, on annule le dîner. C'est cher le dîner. Je pense qu'il est sérieux quand il parle de ce conseil. Je ne pense pas qu'il bluffe. La question, ce que je pense qui ne rentre pas vraiment dedans, c'est une question de 7 milliards. Parce que ça change un peu l'idée de paix et ça crée une impression d'un think tank où il faut payer pour avoir la possibilité de s'asseoir à table avec les grandes puissances. Oui, donc, il ne suffit pas d'avoir un cerveau, il faut un portefeuille en fait. Oui, et en fait, mais sur Groenland, juste une autre chose, Groenland c'était toujours dans les viseurs des États-Unis depuis des années, même avant Donald Trump. Et il faut pas oublier que Donald Trump, il commence par parler et demander les choses assez haut, et après il descend. C'est de la négociation. C'est la négociation. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est peut-être juste les débuts de ces négociations, et éventuellement, il va avoir ce qu'il veut. C'est vassal et suzerain. Une pause, et on se parle juste après le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Hélène Rouet du JDD, Victor Hérault de Valeurs Actuelles et Ksenia Fedorova pour parler des questions internationales. Demain, Vladimir Poutine rencontre l'émissaire américain Steve Witkoff. Vous le disiez tout à l'heure, Ksenia, c'est à l'invitation de la Russie pour avoir des clarifications, pour savoir un peu, pour prendre le tempo, la température. Je pense, Après, je suis sûre que la raison officielle, c'est la négociation autour de la paix en Ukraine. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir cette clarification, comme vous avez dit, de la part de Witkoff. Et je pense que Kushner aussi, en fait... qu'est-ce qui Jared Kushner. Ouais, Jared Kushner. Ouais. Qu'est-ce qui est pas vraiment... confondre avec Bernard Kushner. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui est dans la tête en fait de Donald Trump, parce que c'est important d'avoir un peu de visibilité. Après, pour la Russie, vous savez, la Russie a condamné déjà la situation autour de Venezuela, comme la Chine a condamné cette situation. Donc, je pense que il y a des points où il faut parler, il faut trouver un accord pour continuer cette négociation autour de l'Ukraine. Je pense, encore une fois, il ne faut pas oublier la réalité du terrain où la Russie avance chaque jour. Et donc, si on ne trouve pas un accord aujourd'hui, la Russie va continuer. Donc peut-être c'est une autre aussi tentative de la part des États-Unis d'essayer de bouger un peu les choses qui sont un peu dans une impasse aujourd'hui depuis certaines situations, par exemple comme
l'attaque sur la résidence de Vladimir Poutine. Alors justement, à l'instant, par une dépêche urgente de l'AFP, Vladimir Poutine ordonne à sa diplomatie d'étudier l'invitation de Donald Trump sur le Conseil de la paix. Exactement. Je pense que déjà, toujours tout ce qui s'agit des partis diplomatiques, les diplomates russes préfèrent prendre le temps. Ils ne répondent jamais tout de suite. Mais là, quand même, si c'est public... Oui, c'est un signe qui, si en fait... c'est public, ça veut dire que c'est passé par l'agence TASS, on imagine, et qu'après, c'est peut-être par le porte-parole. Ou par le porte-parole directement. En tout cas, on n'a pas le lead en attendant. Alors, le lead, pour nos auditeurs, c'est une dépêche un tout petit peu plus longue pour savoir comment est-ce que les informations nous parviennent. Mais voilà, on sait que c'est sourcé de Moscou, ça vient de là-bas. Et donc, si c'est public, ou en tout cas, c'est qu'il y a une intention de dire qu'on étudie la question. C'est qu'on n'est pas fermé. Prend au sérieux, exactement. C'est ça, on n'est pas fermé. Hélène Rouet. Sur un autre sujet, Xenia, si vous me permettez, dans son discours, Donald Trump dit à Davos là tout à l'heure, il a dit à l'Europe, en tout cas en s'adressant à l'Europe, l'Ukraine c'est votre voisinage, pas le nôtre. On avait un peu le sentiment qu'il se dédouanait complètement là-dessus, alors que Donald Trump a quand même pris vraiment sa part, en tout cas dans la résolution de ce conflit. Comment vous analysez-vous les paroles qu'il a tenues à l'encontre de l'Europe sur ce conflit-là ? Je pense que c'est pertinent parce qu'il a déjà dit que cette guerre, c'est pas notre guerre. C'est pas la sienne. C'est pas la sienne, exactement. Il n'arrête pas de dire que c'est la guerre de Biden. Et s'il était président, c'était jamais le cas. Après, je pense qu'il veut bien aussi envoyer un message à l'Europe que l'Europe se débrouille toute seule si l'Europe ne participe pas dans l'idée d'un accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que jusqu'à maintenant, et c'est mon avis, mais il y a aussi les faits, l'Europe a toujours encouragé Vladimir Zelensky de continuer à se battre. Et en fait, cette coalition de volontaires qui était créée un peu en mode panique quand Donald Trump a commencé à parler et négocier avec Vladimir Poutine, c'était pour ne pas être à l'extérieur de la pièce où les décisions sont prises. Et donc, encore une fois, je pense que c'est un signe, c'est un message de la part de Donald Trump à l'Europe, que c'est à vous de régler. Et sans les États-Unis, il ne faut pas oublier que l'Europe ne sera pas capable de continuer une guerre contre la Russie, ni financièrement, ni militairement. Mais c'est étrange, c'est vrai qu'il dit ça, et après il dit mais je vais rencontrer Volodymyr Zelensky à Davos, et en fait il dit ce sera votre guerre, c'est votre bataille, mais finalement il continue d'y prendre toute sa part. Oui. Enfin, il continue à voir Volodymyr Zelensky, on ne sait pas ce qu'ils vont se dire. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas absent, quoi. Il ne s'est pas retiré en disant bon, allez, débrouillez-vous, puis je rentre en Amérique. C'est mieux que ça, en fait. Vladimir Zelensky ne voulait pas du tout aller à Davos. Et après que Donald Trump a dit que je vais voir Vladimir Zelensky, il est obligé à aller. Donc, en fait, Donald Trump continuait à jouer la grande puissance, un leader qui dit voilà, je veux le voir, je vais le parler. Je pense qu'il va probablement essayer de convaincre encore une fois les Ukrainiens de trouver une solution avec les Russes. Alors en tout cas en ce qui concerne le Groenland, parce qu'il en a été question également dans le discours de Donald Trump à Davos, le président américain assure avoir conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et en réalité toute la région arctique au cours d'une réunion, je cite, très productive avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte. Voilà ce qu'on apprend. Attention, parce que toutes les régions arctiques, il y a quand même les intérêts et les zones d'influence, on peut dire, et sur la des base autres pays, de comme cette la entente, je complète juste, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Voilà, ça c'est toujours... Bonne nouvelle pour nos viticulteurs. Il y a toujours une menace, mais comme vous le dites, la région arctique, c'est très très vaste. Sachant que sur les droits de douane, il faut quand même préciser que la Cour suprême va juger les actions de Donald Trump, que en fait ça c'est la prérogative du Congrès, et qu'il n'est pas surtout certain, il n'est vraiment pas certain que les droits de douane dont Donald Trump a parlé étaient vraiment légaux et applicables, même au sein des États-Unis. Ça, la Cour suprême le dira. Il est jugé en interne pour ça. Maintenant, sur le Groenland, je dis halte là, c'est une question principielle, c'est une question de principe. On ne va pas vendre l'Europe à la découpe. Non, mais on vend rien du tout. Là, on assure qu'il y a un... Pardon, mais il faut être très précis. Écoutons Donald Trump. Ne soyons pas va-t-en-guerre. Il faut être très très précis avec l'information. Donald Trump assure avoir conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland au cours d'une réunion très productive avec Mark Rutte, le chef de l'OTAN. Qu'est-ce que ça signifie que ce soit avec le chef de l'OTAN, Xenia ?
Fedorova. Je pense que ça signifie toujours que l'OTAN est très contente avec Donald Trump. Mark Rutte a parlé hier, déjà elle a dit que grâce à Donald Trump, l'OTAN... c'est vrai que grâce à Donald Trump, l'OTAN continue à exister. Et en fait, c'est grâce à Donald Trump que les pays européens sont en train d'investir beaucoup plus sur leur budget militaire. Donc voilà, et pour Donald Trump, je pense qu'il donne un signe que militairement, l'OTAN est plutôt de son côté. Et c'est vrai que sans les États-Unis, l'OTAN est vraiment Donald Trump très va demander à la personne qui lui est le plus redevable s'il est d'accord d'être de son côté. Bah oui, la personne, Mark Rutte est de son côté, oui, sans blague. C'est les États-Unis qui payent le plus. Mais Ça va mieux en le disant. Bah oui, mais il y a un moment, il faut le rappeler. Et encore une fois, l'accord, il ne dit pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans cet accord. On va le voir. Soyez patient. Mais vous les jeunes, vous êtes impatients. Je suis impatient qu'il arrête avec ses affaires. Vous voulez compléter? Ouais, je voulais juste dire qu'il faut toujours pas oublier que la cible de Donald Trump, tout ça reste toujours la Chine. Et en fait, l'Europe se trouve un peu en milieu. Et l'Europe s'est mise dans une situation hyper compliquée quand elle a pris la position contre la Russie, parce que si l'Europe était plutôt en bonne relation avec la Russie, ça pourrait créer une union assez influente militairement aussi pour résister, pour être plus souveraine, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc Donald Trump qui veut plutôt que la Russie reste du côté de l'Occident, parce qu'aujourd'hui la Russie évidemment était obligée de rapprocher la Chine à cause de toutes ces sanctions et toute cette idée d'isolation de la Russie. Et donc la Chine reste toujours la cible. Et l'Europe, malheureusement, aujourd'hui, joue pas un très grand rôle et est un peu obligée de suivre soit l'un, soit l'autre. Hélène Rouet. On sait comment, en France, on regarde effectivement comment tout se passe au Groenland. Moi, je trouve ça très intéressant de voir ce qu'en pensent les Américains, ce qu'en pensent les médias américains, comment ils traitent effectivement ce sujet du Groenland. On a déjà dit que le temps était en train de jouer contre Donald Trump avant les mi-termes. S'il est si déterminé que ça, effectivement, malheureusement, pour mon cher Victor Hérault, il devrait quand même s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Mais les Américains, il faut savoir, quand vous regardez aujourd'hui les unes des journaux, quand vous regardez les chaînes d'information, le Groenland, c'est assez intéressant. En fait, c'est un peu le sujet du milieu du journal où pendant 3 minutes, ils vont juste dire l'Europe a envoyé 30 soldats. Et en fait, on a un peu là-bas, en tout cas, ça ne fait pas du tout la une des journaux. Ce qui est en train de faire la une des journaux là-bas, c'est notamment tout ce qui est sujet sur les polices ICE, et surtout ce que veulent vraiment les Américains, pour être tout à fait honnête, c'est que les prix dans les supermarchés baissent. La police anti-immigration qu'a mis Donald Trump en place et qui crée énormément de débats aux États-Unis. Mais d'ailleurs, il avait commencé juste avant de partir à Davos, il avait commencé son speech, son discours, merci, à la Maison Blanche, en parlant justement des gangsters dans le Minnesota, complètement, et de son bilan de manière générale. Des journaux aux États-Unis. C'est ça. Et c'est intéressant de voir à quel point les États-Unis, en tout cas, n'érigent absolument pas cette question du Groenland aussi haut que nous autres Européens. Xenia, un dernier mot? Écoutez, je pense que je comprends pourquoi il y a beaucoup de sentiments autour de ce qu'ils disent Donald Trump, mais je pense pas qu'il cible vraiment humilier le peuple français quand il parle d'Emmanuel Macron, et c'est mon dernier mot. Je pense qu'il cible vraiment Emmanuel Macron. C'est pas la France. Oui. Ça, c'est vrai, ça. Référence aux lunettes de soleil, notamment. Dernière moquerie de Donald Trump. Merci beaucoup, Xenia Fedorova, Hélène Rouet et Victor Hérault.